de la dominance des stables. Je le montre pas très souvent ce graphique en live, mais on a globalement quelque chose qui est assez parlant. Pause. Alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça va durer 6 à 12 mois ou est-ce que ça va durer moins, est-ce que ça va durer plus? C'est difficile à dire. Et il y a eu des rumeurs aussi comme quoi Trump allait enlever les taxes. Ce qui est intéressant, c'est que en journalier, on est en train de tenter de construire une structure de retournement. Juste pour revenir sur Ethereum, il y a aussi un gros morceau là qui arrive en fin avril. Alors si c'est pas repoussé, parce que ça a déjà été repoussé une fois, parce qu'ils ont vu un bug dans le testnet, c'est Pectra, une des plus grosses mises à jour d'Ethereum qui voilà, est censée un peu redonner un peu de... Bon, techniquement, ça fait déjà quelques temps qu'on a le sentiment de ralentir et je pense que pendant le live qu'on avait fait avec Vincent, j'avais émis l'hypothèse qu'on avait 50% de chance d'entrer en bear market contre 50% de chance de continuer en bull. Hein. Globalement, souvent on est content quand on voit l'open interest qui baisse, mais là l'open interest baisse quand même beaucoup depuis janvier. On a perdu près de 50% sur beaucoup de tokens et au final on voit qu'il y a un désengagement. Donc c'est voilà, ça fait partie des choses qui sont un petit peu inquiétantes. On a ce sentiment quand même que le token Trump, quand il a été lancé, marquait la fin d'un épisode dans ce cycle, l'épisode peut-être de folie même coin, et que ça a quand même marqué les esprits et qu'aujourd'hui on est en train de marquer une pause. Alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça va durer 6 à 12 mois ou est-ce que ça va durer moins, est-ce que ça va durer plus? C'est difficile à dire. Et il y a eu des rumeurs aussi comme quoi Trump allait enlever les taxes sur la plus-value des cryptos. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il va s'exprimer c'est vers 15h, je crois, 15h40, heure française, qui va s'exprimer à une conférence crypto à New York. Ouais. Et donc, il pourrait y avoir des annonces. Donc, je pense que c'est un peu dans cette euphorie-là que le pump s'est passé. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien. À partir, pour moi, tant qu'on reste sous les 90 000 $, bah, c'est vrai que ça pue, même si la reprise qu'on fait là ces dernières semaines est plutôt encourageante, je trouve. Le fait qu'on ne donne pas directement, qu'on n'ait pas revisité directement les ATH et qu'on tente de faire une structure. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec cette analyse de dire que c'est la fin du bear market. Je pense qu'au contraire, on est juste en train de faire une pause avant de pouvoir repartir. Du bull, tu veux dire? Du bull market, fin du bull là. Oui, pardon. Mais il y a quand même quelques annonces intéressantes. Hein. Ça, si ça passe, c'est quand même intéressant. Après, bon, évidemment, il y a les démocrates. Donc, je crois qu'il faudra quand même obtenir un certain nombre de votes démocrates pour passer cette bill, comment est-ce qu'on appelle ça, ordonnance. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais ce qui aussi peut être inquiétant, je pense, pour les entreprises du secteur crypto ou même les institutionnels avant de se lancer dans l'adoption de Bitcoin, etc., c'est que qui nous dit que dans 4 ans, le nouveau président des États-Unis ou la nouvelle présidente des États-Unis ne détruisent pas tout ce qui est actuellement fait en faveur des cryptos. C'est le risque et c'est un peu la problématique, c'est que là, on a un Trump qui est en train de défaire tout ce qui a été fait tout ce qui a été fait par Biden et à quel point est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit le cas à l'inverse, si jamais un démocrate prend la suite de Trump. Et j'avais vu passer une news qui va te faire plaisir. Coinbase qui contrôle 11,42% du staking d'Ethereum. Bon, après, pareil, hein, c'est un peu comme le système de pool de minage. Normalement, les gens sont quand même... Les Ethers appartiennent aux gens, donc ils sont en capacité de les retirer si jamais ils veulent les retirer. Hein. C'est pareil. Oui, mais justement, mardi, on avait eu un live avec Abdel de Starknet. Il y a le live, le replay qui est dispo sur Twitch, pas encore sur YouTube. Mais donc en fait, on parlait de ça et justement, il me disait oui, mais on en parlait, il défendait Ethereum. Moi, je disais oui, mais quoi qu'il arrive, quand on regarde sur toute la distribution, il n'y a que 20% de stakers individuels. Tous les autres sont des stakers qui font soit appel à des services comme Lido, Rocket Pool, etc., soit des exchanges. Et donc, ça veut dire qu'il y a 80% des Ethers qui sont stakés par d'autres entités. Donc, en fait,
c'est plus du pair à pair, c'est plus de la décentralisation, c'est de la délégation de staking. Donc, après, forcément, ça a un impact assez limité, ça n'a pas forcément de pouvoir sur le consensus, comme Abdel le rappelait, etc. Mais pour moi, c'est un gros problème, quoi. Qu'est-ce que nous dit, Ouais, le graphique, les graphiques? Gaëtan, il voulait qu'on lui envoie de l'opium. Bon, c'est pas trop mon genre, je t'avoue. En général, je dis ce que je vois sur les graphiques, et aujourd'hui, les graphiques, c'est un peu comme ça que j'ai ouvert mon article ce matin là, sur Ethereum. C'est baissier. Hein. T'as fait cette tête-là en regardant le graphique ce matin? Comment? T'as fait cette tête-là en regardant le graphique comme ça le matin? Ouais, j'ai fait cette tête-là. Je me gratte bien la barbe en général quand je réfléchis. Non, c'est tout ça pour dire que bon, c'est baissier, hein, on va pas se mentir. La tendance, elle est baissière. Elle est baissière en journalier. En hebdomadaire, c'est pas non plus magnifique. On a break le range, hein, ça tout le monde est au courant, le range qu'on avait entre 91 000 et 108 000 $. On a cassé la moyenne mobile à 20 semaines. On est venu chercher la moyenne mobile à 50 semaines. On l'a front-runné pour l'instant. On l'a pas revisité. Ce qui est intéressant, c'est que en journalier, on est en train de tenter de construire une structure de retournement avec une belle divergence en daily qui s'était manifestée là sur le creux ici. On voit bien ici qu'on a sur le RSI, on a un creux qui est plus bas que le précédent et donc qu'on a marqué ici. Donc tout ça est intéressant, hein, ça montre qu'on a quand même une baisse on a un ralentissement de la baisse et qu'aujourd'hui on cherche à retourner cela. On cherche à le retourner pour aller où? On cherche à le retourner probablement pour aller retester 91 à 93 000 $, donc cette ouverture annuelle, cette moyenne mobile à 20 semaines, et après on verra ce qui se passe. Mais concrètement, aujourd'hui, on a quand même des bons signaux. La cassure d'hier des 85 000 $ est un bon signal. Le fait qu'on essaye de la tenir aujourd'hui, c'est également une bonne chose. On verra comment on clôture la journée. Hein. Si on clôture tout en bas, c'est pas très bon signe. Mais si on arrive à tenir ce niveau-là, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, il y a des choses positives. On est a priori en train d'essayer de retourner le graphique pour aller chercher au moins de tester le bas de l'ancien range. Ce qui m'enquiquine un peu, c'est en hebdomadaire. Sur le graphique hebdomadaire, pour qu'on ait une reprise durable et un rebond qui va potentiellement chercher des nouveaux plus hauts sur Bitcoin, partir avec un creux en V comme ça paraît pas forcément très sain ni très quelque chose qu'on va mettre dans les scénarios. Donc, on peut revenir tester les 91 000 à 93 000 $, mais on va quand même s'attendre à un moment donné à revenir chercher de la liquidité dans ces zones pour construire ce qu'on pourrait appeler un double bottom ou un creux hebdomadaire supérieur au précédent, pour avoir une structure en hebdomadaire qui nous laisse à penser qu'on est en train de faire quelque chose de durable pour aller rechercher potentiellement des nouveaux sommets. Donc, ce qu'on voit en journalier, c'est très positif, donc à court terme. Maintenant, il faut déjà tenir ces 85 000 $ aujourd'hui et dans les jours à venir pour aller chercher un peu plus haut. Mais on va avoir besoin quand même de construire en hebdomadaire une structure sur ces niveaux-là pour avoir un socle solide pour pouvoir repartir plus. Voilà, c'est mon point de vue sur Bitcoin aujourd'hui. Donc, bull market, bear market, plutôt une phase de transition. C'est d'ailleurs quelque chose que montre assez bien le graphique de la dominance des stables. Je le montre pas très souvent ce graphique en live, mais on a globalement quelque chose qui est assez parlant. Donc c'est une zone que dans le cycle actuel, on a traversé deux fois, cette zone de transition. Une première fois donc en début 2024, une deuxième fois entre novembre et donc janvier 2025. Aujourd'hui, on est en train de rebondir, donc les gens sont dans des positions beaucoup plus défensives, donc on a des positions qui s'arbitrent entre les actifs volatiles et donc les stables. Et aujourd'hui, on a refranchi aujourd'hui même la zone donc de polarité de cette phase de transition qui pourrait nous inviter à penser qu'effectivement le rebond qu'on semble voir se dessiner pourrait effectivement aller chercher au moins ces fameux 90 000 $ et plus, quoi. Donc ça, c'est à surveiller. Aujourd'hui, si on doit continuer à aller plus haut, ça sera quand même pas forcément très bon pour les semaines et mois à venir, mais on a quand même un peu de liberté pour aller rechercher le bas du canal
et avoir éventuellement un rebond, une respiration, parce que c'est vrai que la baisse qui s'est faite ces dernières semaines était quand même assez singulière, assez violente sur pas mal d'actifs, et une respiration ou une correction à la hausse de cette phase baissière serait tout à fait pertinente aujourd'hui. En particulier dans un contexte où on a quand même des gens qui sont assez bearish et des marchés dérivés qui, sur beaucoup de tokens, sont en train de virer au niveau des frais de financement dans le négatif, quoi. Ethereum Adica, alors ça c'est une bonne question. Ethereum Adica, c'est pas pour demain, hein, pour l'instant. Là aujourd'hui sur Ethereum, on est en train de travailler le pivot des 2000$, qui est un pivot qui est extrêmement important. Alors je vous aurais bien basculé les graphiques en hebdo, mais j'ai un peu peur que ça fasse la même chose que tout à l'heure. Je crois que c'est mon PC en fait qui est en train d'arriver au bout de sa vie. Je pense à le changer. Fruit de la passion qui dit que tu mines du Monero, ça. Je mine du Monero en même temps que je fais le live. Oui, c'est fort probable. Là, j'ai fait une analyse technique de Monero pour Cryptos Academy d'ailleurs cette semaine. Et Monero qui a une, je vous le montrerai, tiens, Monero si vous voulez, parce que pour le coup, graphiquement, il est vraiment pas dégueulasse. Mais bon, revenons à Ethereum. Donc Ethereum, on est sur ce pivot des 2000$ qu'on a construit tout au long du bear market. On avait réussi à franchir et qui nous a permis de dessiner un range avec ces points bas en septembre 2024. Malheureusement, on a franchi récemment cette zone à la baisse. Donc aujourd'hui, l'hypothèse sur laquelle on peut s'appuyer, c'est qu'on est en train de faire une déviation qui met vraiment la pression sur les détenteurs de tokens. Je pense que tous ceux qui ont beaucoup d'Ether dans leur portefeuille aujourd'hui sont pas très à l'aise, hein, et moi le premier. Donc effectivement, c'est la théorie aujourd'hui, c'est qu'effectivement on est en train de faire une déviation. On pourra valider cette déviation si on reprend la zone des 2100$ et plus, le pivot étant à 2152$. Par contre, on pourrait s'attendre à une continuation si on vient franchir les 1756$, qui est le creux hebdomadaire de la semaine dernière, avec en objectif une zone entre 1400 et 1500$, qui est une zone qu'on a beaucoup travaillé pendant le bear market. Et évidemment, tout le monde a les yeux sur les 880$, qui est une zone qui paraît quand même pas forcément très pertinente aujourd'hui, mais qui reste un objectif si jamais on doit continuer à avoir de la faiblesse sur Ethereum. On a pas mal de jetons qui ont franchi leur plus bas de bear market, donc c'est une éventualité qu'il faut pas mettre de côté, mais c'est pas aujourd'hui le plus pertinent, même si on est quand même dans une tendance baissière prononcée. Je pense que l'optimisme doit prévaloir pour ce réseau Ethereum, qui est quand même un réseau qui est encore très utilisé. Aujourd'hui, pendant mon analyse technique d'Ethereum, j'ai regardé un peu quelques métriques, et notamment les revenus de la chaîne. J'ai regardé pas mal de trucs, j'ai passé en revue. Bon, je vous invite à aller voir l'analyse, mais ce que j'ai vu sur les graphiques de Défilama, c'est qu'on a quand même une chaîne qui est encore utilisée et qui est plus utilisée que par le passé. On voit notamment dans les revenus des DApp que ces revenus, ils sont aujourd'hui en croissance certes relativement lente, mais on a une adoption qui se fait de la blockchain Ethereum, et donc petit à petit, on est en train de voir une adoption se faire sur la DeFi de manière globale. Passe le graphe en ETH de la TVL, pas en USD. Parce qu'en USD, t'es soumis à la variation du prix du token, et donc forcément, voilà. Donc tu vois, on a forcément pendant le bear market, on a baissé en 2022, fin 2022, et on a commencé à reprendre une croissance mi-2023. Et aujourd'hui, on voit que on a quand même des Ethers qui viennent dans la DeFi et qui viennent sur le réseau et qui continuent à arriver, quoi. Et si tu regardes la partie app revenu, tu vois qu'on avait eu en 2021, on avait finalement quelques pics pendant le bull, et puis surtout à la fin, je pense que quand les gens ont commencé à vouloir vendre, ils sont passés beaucoup par Uniswap et tout, ils ont vendu pas mal de tokens. Mais ce qu'aujourd'hui on voit, c'est que depuis fin 2022, on a cette croissance qui se fait, tu vois, relativement lente, mais qui est toujours plus haute que ce qu'on avait eu finalement pendant les pics du bull market 2021. Donc on a cette chaîne qui est toujours utilisée, on a des dApps qui construisent, on a des dApps qui évoluent, on voit Uniswap, on voit AV qui sont en train de monter en version et d'amener des fonctionnalités de plus en plus optimales pour les besoins auxquels ils répondent. Donc voilà, le réseau se développe lentement, sûrement, et donc ça en fait aujourd'hui toujours la plateforme de smart contract la plus utilisée, la plus développée, et le fait qu'il y ait Layer 2
ça apporte plus de scalabilité. Donc voilà, le prix du token n'est pas forcément. Alors est-ce qu'il est juste le prix du token aujourd'hui? Je ne sais pas. Ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais dans tous les cas, le FUD qu'on a autour d'Ethereum et la baisse qu'on a de manière soutenue en mode Ethereum c'est la fin du monde. Bon, voilà, je pense que c'est pas forcément pas forcément très juste. Et une correction de toute cette baisse qu'on a depuis le mois de décembre 2024 serait à mon sens relativement justifié. Donc ouais. Les objectifs du coup. Juste pour, j'ai partagé l'écran d'Artemis, qui est assez intéressant, qui permet de savoir aussi les volumes de NetFlow. Donc l'Inflow, c'est les volumes entrants en termes de valeur sur les blockchains. Outflow, c'est ce qui sort. Et NetFlow, c'est ce qui fait la différence entre ce qui est rentré et ce qui est sorti. Et on voit qu'Ethereum, effectivement, il y a un petit net flow négatif de moins 321 millions sur les 3 derniers mois. Mais bon, ça reste quand même anecdotique en comparaison à la TVL totale. Et en comparaison à du Arbitrum, on est à moins 3,6. Mais bon, en tout cas, on voit quand même qu'il y a du Base, qu'il y a du Berachain aussi. Bah oui, il y a des nouvelles aussi. Il y a des nouveaux L2 qui se lancent. Et Berachain, je crois qu'ils font un gros programme d'incentive pour essayer d'attirer un maximum de liquidité. Donc, c'est logique, entre guillemets, qu'une partie des personnes qui ont leurs fonds, que ce soit sur Ethereum ou ailleurs, les migrent vers des écosystèmes où ils peuvent gagner un pourcentage de rendement assez intéressant. Et c'est un peu ce qu'on appelle de la liquidité mercenaire. C'est-à-dire qu'ils vont naviguer de protocole en protocole ou de blockchain en blockchain, là où le rendement est le mieux, et puis une fois que le rendement aura disparu, ils retourneront soit sur Ethereum, soit sur une autre blockchain qui leur génère du rendement. Mais impressionnant Base quand même, le net flow là, de 3,5 milliards sur les 3 derniers mois. Solana qui arrive en 3e position. Juste pour revenir sur Ethereum, il y a aussi un gros morceau là qui arrive en fin avril. Alors si c'est pas repoussé, parce que ça a déjà été repoussé une fois, parce qu'ils ont vu un bug dans le testnet, c'est Pectra, une des plus grosses mises à jour d'Ethereum qui est censée un peu redonner un peu d'attractivité à Ethereum en simplifiant l'expérience utilisateur, l'expérience des développeurs, la scalabilité. Rappelons quand même que c'était les mêmes promesses avec ETH 2.0. Et enfin, faut voir le price action depuis cette mise à jour. Regardez juste le chart ETH BTC. Ça n'a pas été une mise à jour qui a servi à booster le prix du token. Non, la narrative de ETH 2.0, c'est Ether déflationniste, pour le coup. Et là, c'est un gros fail, hein, on va regarder. Non, mais on disait la narrative c'était en effet, non, déflationniste, c'était plus avec le IP 1559 qui était juste avant. Ensuite, on disait ETH 2.0 allait booster ça, allait simplifier la décentralisation, enfin, allait améliorer un peu le tout. Alors qu'au final, déjà, on voit que l'inflation n'est plus d'actualité. Maintenant, on est repassé en inflationniste depuis je sais pas, on a commencé à 0,03%. Voilà, je vous le mets, là, ça fait... on a depuis le merge, on a brûlé 1 955 000 Ether et on en a créé 2 058 000. Donc officiellement, maintenant, on a créé plus de TH qu'on en a brûlé. Voilà, je voulais juste rappeler que sur Ethereum, c'est un peu toujours la même chose. On fait des promesses d'architecture, de protocole, de révolution, de ceci, de cela. Et au final, le résultat, c'est que le token se fait surperf contre Bitcoin depuis 2 ans. Et tu veux en venir où, là? Tu veux en venir où? Non, parce que tu disais qu'on achète des Bitcoins? Tu veux qu'on vende nos ETH pour acheter des Bitcoins, c'est ça? Non, parce que tu disais que tu ne te faisais pas de soucis pour Ethereum, etc. Sauf que on pourrait croire que forcément cette mise à jour va aider à l'adoption, donc aider au prix du token, alors que c'était un peu les mêmes arguments pour ETH 2.0, ce qui n'a pas du tout été le cas. Oui, alors moi, mon point, c'était plus que ça pourrait être un risque si jamais ça se passe mal, entre guillemets, ou s'il y a des erreurs ou des problématiques qui sont révélées, que est-ce que ça va vraiment aider le prix de l'ETH, ça, j'en ai pas aucune idée. Mais oui, comme dit Maître Zan, il faut dissocier le prix du token et l'adoption du réseau. Après, si le token va à 0, personne ne va utiliser Ethereum. Le vrai problème, en fait, dans tout ça, c'est... Vas-y. Le vrai problème dans tout ça, c'est la pérennité de la structure qui héberge les développeurs et qui permettent de continuer à développer le réseau. Aujourd'hui, la vraie question, elle est sur la fondation Ethereum.
qui est un acteur majeur dans le développement du réseau, est-ce qu'il réussira à se financer encore longuement, quoi? Est-ce que le protocole Ethereum va réussir à faire suffisamment de revenus pour continuer à se développer? Parce qu'en soi, si le token il est à 100 $ et que le réseau il continue à se financer et qu'on continue à faire des développements et à permettre au réseau d'être adopté, il n'y a aucun souci en fait. Parce qu'en soi, ok, tous ceux qui ont misé sur Ethereum auront peut-être fait un mauvais choix parce que le prix du token va baisser, mais on peut très bien avoir un prix du token qui baisse et un réseau qui continue à se développer. C'est exactement ce que dit Maître Zan, je pense. Je suis complètement d'accord avec ça. Donc aujourd'hui, bon, le prix du Bitcoin monte et puis le prix d'Ethereum baisse et effectivement le THBTC est en train de creuser jusqu'à trouver du pétrole. Peut-être qu'un jour on aura un inversement de la courbe ou peut-être pas, mais dans tous les cas, voilà. Je pense que objectivement, Ethereum, ça reste aujourd'hui l'un des meilleurs réseaux pour les plateformes de smart contracts et le développement d'app qui répond à des besoins auxquels Bitcoin pour l'instant ne répond pas. Chacun a son rôle à jouer et aujourd'hui, est-ce que l'Ether est sous-valorisé? En tout cas, ce que je voulais dire tout à l'heure dans l'analyse technique, c'est que la baisse qu'on a aujourd'hui, elle invite à un rebond. Voilà. Elle invite à un rebond parce qu'on a baissé quand même de manière assez rapide et que à partir du moment où on baisse de cette manière-là, on peut s'attendre à un retracement au moins de moitié en 2 fois moins de temps, comme diraient certains analystes. Donc voilà. Moi, pour répondre à Will et juste à Fruit de la Passion, pour moi, il y a rien d'autre qui est... Enfin, Ethereum, pour moi, ça restera l'endroit privilégié pour les grosses institutions, les gros porteurs pour des raisons de sécurité. Et après, le retail ira sur du Base ou ailleurs pour aller faire de la DeFi ou en tout cas utiliser des applications à moindre coût. Parce que même si actuellement le réseau Ethereum est pas cher, ça reste quand même, quand tu veux faire des transactions ou autre, payer 1, 2, 3, 5 $ de frais de transaction, voilà, pour du retail qui n'a pas un gros portefeuille, c'est quand même élevé. Ouais, effectivement, il y a le stablecoin aussi de Ripple qui est déjà sorti, il me semble. Mais d'ailleurs, Coban, je crois que Ripple, tu voulais l'analyser, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Parce qu'il y a eu un petit... allez hop, quelle transition. Oh là, déjà sur le graphique en plus. Tout à fait, parce que j'imagine que ça n'aura échappé à personne. La FDV de XRP est passée devant celle d'Ethereum. Et donc, j'ai reçu des petits messages de mes potes qui me disaient Ethereum est passé derrière XRP. Bon, j'avais même pas vu. Répondu. C'est vrai, 248 milliards pour XRP, 239 milliards pour ETH. Voilà. Bon, je leur ai répondu que la FDV d'Ethereum était à 50 milliards et que celle de XRP était à 83 millions, mais bon. On peut toujours espérer qu'XRP réussisse à développer son layer. Bref, ceci étant dit, XRP, graphiquement, on n'est pas du tout dans le même contexte qu'Ethereum. Ça, c'est une certitude. On est toujours sur la moyenne mobile à 20 semaines et on est dans un range entre 2 $ et 3 $ avec un petit excès ici en direction de la TH. Donc la bonne nouvelle du côté d'XRP, c'est que cette semaine, il parvient à reprendre cette moyenne mobile 20 et qu'il revient dans sa zone de polarité dans ce range positive, puisqu'on a eu une annonce hier comme quoi officiellement les poursuites en justice de la SEC étaient abandonnées contre XRP. Donc ça a permis au token de pump et de passer de cette zone de polarité au-dessus de laquelle il a l'air aujourd'hui de vouloir s'installer. Donc on verra ce que donne la clôture ce soir. Mais si on parvient à clôturer au-dessus des 2,45 $, c'est plutôt une bonne nouvelle pour XRP. Et on pourra envisager, tant qu'on reste dans cette zone, d'aller rechercher à nouveau les 3 $ et pourquoi pas la franchir si le contexte global du marché crypto redevient un peu plus positif. Donc XRP, c'est un des tokens forts de ce cycle depuis maintenant un petit moment, surtout depuis l'élection de Donald Trump et toutes les annonces qu'on envisageait par rapport à des réserves stratégiques ou autres. Bon bref, voit-il que Ripple est quand même strong et donc toute l'histoire de l'action des prix du token, c'est ce qu'il est en train de développer est exceptionnel puisque jusqu'à présent on avait quand même souvent des pump and dump. Aujourd'hui on a un pump into latéralisation, donc à voir ce que ça donne. Voilà pour XRP. Parce qu'ils ont fini de vendre les créateurs parce qu'il y avait quand même, ils avaient été poursuivis en justice parce que ils avaient vendu quand même une bonne enfin ils détenaient une bonne partie du token des créateurs qu'ils vendaient régulièrement sur le marché. Ouais.
Moi, si on rentre là-dedans, on va commencer à parler de manipulation et je pense qu'on va se faire des ennemis au sein des détenteurs de XRP Ripple. Mais c'est vrai que l'action des prix du token, historiquement, est quand même assez, comment dirais-je, assez significative et ça démontre quand même que voilà, il y a eu probablement des choses qui ont été faites. En novembre, j'étais parti un mois au Salvador pour faire un documentaire. Donc, on a rencontré plein de gens, fait plein d'interviews, des personnalités de l'écosystème, Bitcoin qui travaillent avec le gouvernement. Et voilà, on n'entendait pas très bien avec le son, mais voilà, petite. Mais c'est pas grave, on entendait quand même juste la musique était pas folle. Donc, si vous voulez une meilleure immersion, il faut regarder le trailer en entier. C'est sur Twitter. Je crois que tu as mis les liens dans le chat. Ouais, j'ai mis. Donc voilà, ça arrive jeudi 27, enfin. Ça fait presque plus de 3 mois qu'on travaille dessus. Donc voilà. C'est très chouette, Marie. Bravo. Merci. On attend de voir avec impatience la vidéo entière. Elle dure combien de temps, la vidéo complète? Vous avez à peu près une idée? Ouais, ça va faire 1h28. Ah ouais, belle vidéo, c'est presque un film. Ouais, un gros documentaire. Il y avait matière à dire. Donc le but, c'est vraiment... oui, on dirait Mario sur la vignette, mais non, c'est Bukele, le président du Salvador. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de faire une vidéo, enfin un documentaire qui résumait tout ce qui se passait au Salvador, pas que autour de Bitcoin, mais aussi autour de Bitcoin. Donc en fait, il y a le premier tiers du documentaire qui parle pas vraiment de Bitcoin. On le mentionne au début, mais c'est vraiment focus sur donner du contexte historique autour du Salvador pour expliquer la situation actuelle, l'arrivée de Bukele, l'impact qu'il a, etc. Et ensuite, il y a 2 tiers du documentaire qui est focus sur Bitcoin où on explique ce qui se passe vraiment, les implications avec le FMI, toute l'éducation qui se passe autour de ça, tous les problèmes d'opacité qu'il peut y avoir entre la loi, entre les agissements que le Salvador fait, voilà, les potentielles corruptions, etc.